nous allons terminer notre série de dialogues pour évoquer ce modèle de l'artisanat avec David Jaez, que j'invite maintenant à nous rejoindre sur scène. Il est enseignant à Sciences Po et essayiste. Bienvenue, installez-vous. En forme, hein? Quelle belle entrée. Vous avez un regard sur ce monde de l'économie que vous connaissez bien, David Jaez. Merci d'être avec nous. Comment on peut traduire, c'est une question qui a été soulevée ce matin, et puis c'est une question un peu centrale, le rôle des TPE dans les politiques publiques? Alors peut-être avant de répondre directement à cette question, je voudrais vous parler d'un livre que je vous recommande de lire si vous ne l'avez pas fait, qui a été écrit par un ami qui s'appelle David Goodhart. David Goodhart, c'est un Britannique qui a travaillé longtemps au Financial Times et qui était un grand partisan de la mondialisation, du libéralisme, etc. Mais comme il observait la société britannique, il a vu petit à petit un écart se creuser qui est ensuite devenu un fossé entre la ville de Londres, avec la City, la finance, la mondialisation, et puis la campagne anglaise, et notamment le nord de l'Angleterre, qui, elle, se désindustrialisait et dégringolait. Et il a écrit un livre dans lequel il prédisait que le contrat social britannique allait exploser à un moment, parce que la société se divisait entre, d'un côté, ceux qui étaient les anywhere, c'est-à-dire les Londoniens qui sont à l'aise à Singapour, à New York, partout dans le monde, et puis de l'autre, ce qu'il appelle les somewhere, c'est-à-dire les gens qui sont de chez eux, qui sont heureux d'être dans leur communauté, qui sont enracinés dans une ville, dans un village, etc. Et c'était un livre absolument fascinant, parce qu'il a annoncé le Brexit 3 ans avant que le Brexit se produise. Et puis il a écrit un deuxième livre, qui est passé beaucoup plus inaperçu et qui, pour moi, est d'une importance capitale aussi. Ce livre s'appelle « La tête, la main, le cœur ». Et dans ce livre, il dit « Nos sociétés ont créé des clivages entre 3 types de métiers. Les métiers de la tête, les métiers qui consistent à faire des tableaux Excel, à être derrière son ordinateur, à envoyer des mails, à faire des réunions. Par parenthèse, c'est les métiers qui vont être les plus menacés par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Hein ? Les autres ont un bel avenir devant eux. À côté de ces métiers de la tête, il y a les métiers du cœur. Qu'est-ce que c'est les métiers du cœur? C'est les métiers du soin, c'est les métiers de l'empathie. Donc par exemple, les aides-soignantes, les médecins, tous ceux qui sont dans l'accompagnement des personnes. Et ces métiers ont un bel avenir devant eux, puisque avec une population qui vieillit, on va avoir des besoins d'aidance de plus en plus importants. Et puis, troisième catégorie de métiers qui vous concerne, mesdames, messieurs, c'est les métiers de la main. C'est ceux qui demandent un engagement physique, des compétences dans l'artisanat, par exemple, des savoir-faire, etc. Et il dit, il est très dangereux de vivre dans des sociétés où on crée des clivages entre la tête, la main et le cœur. Et moi, je crois qu'il faut réconcilier la tête, la main et le cœur. Et c'est très exactement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire qu'un artisan, ce n'est pas simplement un métier de la main. C'est aussi un métier du cœur. Pourquoi? Parce que quand on travaille dans le logement des gens, quand on fait de la rénovation, quand on fait un chantier, quand on vient adapter un logement pour une personne qui vieillit, on rentre dans une intimité, on rentre dans des vies, on rentre dans l'épaisseur d'une biographie, d'une vie, d'une famille, peut-être plus encore qu'un médecin ou plus encore qu'un prêtre à l'époque. Eh bien, ça, c'est aussi un métier du cœur. Et quand on est artisan aujourd'hui ou quand on est chef d'entreprise, on doit aussi jongler avec de la data, on doit aussi jongler, Agnès en a dit un mot tout à l'heure, avec une bureaucratie qui n'est pas toujours simple. On doit aussi jongler avec des politiques publiques. Donc voilà un bon exemple de cette réconciliation de la tête, de la main et du cœur. C'est le nouveau chef d'entreprise qui est à la fois la tête, la main et le cœur. Si on veut rapprocher ces France, si on veut éviter d'avoir des fractures qui se creusent, on nous parle toute la journée de fractures entre la ville, la campagne, entre les grandes villes, les petites villes. Moi, j'en ai marre d'entendre parler de ces discours sur les fractures. Eh bien, il faut mettre en valeur cet artisan, l'artisan de demain, puisque c'est un des sujets
de votre Le modèle congrès. de l'artisanat. Le modèle de demain. Est-ce que c'est un modèle économique pour demain? C'est plus qu'un modèle économique, c'est un modèle social. C'est un métier qui réconcilie ses fonctions et c'est un métier central dans notre contrat social parce que ça évitera cette dérive des continents dont parle David Goodhart qui mène aux pires extrémités politiques. Donc domaine social, sociétal et économique, hein, c'est un peu ça Absolument. l'ambition. Et alors, comment on peut le traduire dans les politiques publiques? Parce que ce modèle que vous valorisez là n'apparaît pas, et on l'a entendu dans la salle, méconnu, méprisé peut-être parfois. Il faut voilà. le donner à voir. Il y a cette étude de l'excellent Nicolas Portier qui a été faite sur les très petites entreprises qui montre la réalité territoriale, la réalité de la diversité de ces métiers, mais aussi de leur implantation partout sur le territoire. Pourquoi c'est particulièrement important en France? Peut-être un mot quand même sur ça. Vous savez, la France, la grande différence entre la France et l'Angleterre, parce que je parlais de l'Angleterre tout à l'heure, c'est qu'en Angleterre, l'industrie, elle s'est développée essentiellement dans 3 endroits. Londres, Manchester, Liverpool. Et ça remonte à une législation très ancienne qui s'appelait le Weavers Act, qui avait été prise par le roi d'Angleterre au XVIIe siècle, qui interdisait la dispersion des métiers à tisser. Parce que la cour royale d'Angleterre avait peur que si on mettait des usines partout sur le territoire anglais, ça allait créer des séditions, des émeutes et de l'instabilité sociale. Donc l'industrie s'est vachement concentrée. La France, c'est très exactement l'inverse. L'industrie, elle s'est développée dans des petites villes, dans la ruralité. Tout le quart nord-est, par exemple, c'était plein d'industries, dans la sidérurgie, dans la métallurgie, dans le textile, dans les mines. Et à partir des années 70, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une désindustrialisation qui a particulièrement frappé les territoires ruraux et les petites villes. Et c'est pour ça qu'on a commencé à parler de territoires abandonnés. Eh bien, dans ces territoires, les TPE, et l'artisanat en particulier joue un rôle de stabilisateur et de contrat social qui est absolument essentiel. Absolument essentiel parce que, au fond, en France, l'immobilier, le logement, la propriété, c'est parfois, quand on a perdu son job, quand on a été victime de la désindustrialisation, c'est parfois tout ce qui nous reste et c'est parfois l'essentiel. Et donc, vous comprenez bien qu'on n'est pas simplement dans des métiers où on est des opérateurs, où on fait des chantiers, où on fait des travaux. On est dans des métiers où on touche à l'intime et on touche à des dimensions qui sont essentielles. Et donc ça joue un rôle de stabilisateur social dans des territoires où l'industrie a pu reculer, mais ça joue aussi un rôle émotionnel et un rôle intime essentiel. Et puisqu'il a beaucoup été question de politique publique avant que je vienne, je voulais parler aussi de cette dimension intime et psychologique qui est absolument essentielle dans ce métier. La politique publique ne semble pas avoir la même vision que vous, puisque ces entreprises ne sont pas favorisées, sollicitées, etc. Xavier Bertrand disait à l'instant, moi je fais le choix de faire de l'allotissement parce que ça permet aux entreprises, mais toutes les régions ne le font pas, les départements, etc. Comment mettre en avant cette idée? Oui, j'ai une question à poser, parce qu'on a fait le constat tout à l'heure avec Agnès sur le fait que on a créé des intermédiaires, on a créé un monstre avec l'incapacité de travailler, MaPrimeRénov', pas MaPrimeRénov'. Vous, le modèle économique sur comment on peut dynamiser et le marché de la rénovation, et je sais que vous êtes aussi en réflexion sur le marché du maintien à domicile, de la silver economy, comment vous voyez un modèle économique qui puisse permettre une dynamique, alors respect bien sûr un accès au marché des entreprises que nous représentons ici devant vous, mais également une activité qui ne soit pas la création de nouveaux métiers ou d'intermédiaires qui viennent bien sûr se servir. Alors, peut-être pour commencer, le vieillissement. Dans les 10 prochaines années, on va avoir 2 millions de personnes en plus qui ont entre 75 et 90 ans. C'est énorme. C'est un choc démographique d'une ampleur que nous n'avons jamais connue. Vous avez vu que le modèle de l'EHPAD, il pouvait atteindre ses limites. Et ce matin, Fourquet nous a redit que tout le monde voulait vieillir chez soi. Exactement. Et c'est un luxe de pouvoir vieillir bien chez soi. Simplement, il y a tout un tas d'aménagements. Il y a un parcours à penser et il faut s'y prendre très en avance parce que c'est comme un parcours de rénovation complète. Hein. Il faut pouvoir... Ça aussi, ça n'a pas vu le jour. Exactement. Il faut pouvoir le phaser. Je discutais récemment avec un ami qui est chef d'entreprise dans le bâtiment en Belgique et qui me disait que la Belgique, en tout cas, vous savez, la Belgique, c'est un pays très décentralisé. On n'est même pas sûr que ça soit complètement un pays, parfois, quand on voit la fragmentation entre les langues et les régions. Mais il me disait que dans la région de Bruxelles, par exemple, quand vous faites une adaptation au vieillissement ou quand vous faites une rénovation thermique, vous avez une discussion avec l'entrepreneur de travaux et vous faites une frise chronologique, parfois sur 20 ans. Et vous mettez des jalons.
Et ça donne de la prévisibilité, ça donne de la solidité, ça donne de la stabilité. On est incapable de faire ça en France, et je le regrette beaucoup, notamment sur le volet du vieillissement, parce que parfois, on a besoin d'un aménagement encore assez léger. Moi, je prends l'exemple de ma grand-mère qui est décédée l'année dernière. On a vu à quel point il a fallu faire un certain nombre d'aménagements, passer les stores qui étaient manuels à des stores électriques, commencer à transformer la baignoire en douche, équiper PMR le logement quand ses capacités ont été un peu altérées. Et c'est des choses sur lesquelles on n'a aujourd'hui pas de visibilité, pas de phasage. Ajoutez à ça la bureaucratie. Et là, c'est vrai que la complexité des guichets, la complexité des classifications, aussi bien dans la rénovation thermique que dans l'accompagnement du vieillissement, rend tout ça un véritable parcours du combattant. Et donc là, on a vraiment besoin de simplification, on a vraiment besoin de cohérence. Et je crois que la mère des batailles, c'est une décentralisation radicale. C'est-à-dire que tout ça soit instruit, ordonnancé, pensé dans des bureaux à Paris n'a absolument aucun sens. Je disais tout à l'heure que c'était un métier essentiel à la cohésion locale et à la cohésion sociale. Eh bien, il faut pouvoir organiser les choses au niveau local, au niveau du bassin de vie, au niveau de la municipalité, au niveau du département. Et je crois que ça, c'est la mère de toutes les batailles. Sinon, on restera dans des logiques de tuyaux d'orgue, de bureaucratie, et on n'arrivera pas à avancer sur ce sujet qui est pourtant essentiel. Une autre question, Jean-Christophe, une autre question sur ce modèle de l'entreprise artisanale. Est-ce que c'est un modèle qui, alors on le sent quand même, qui attire, qui crée du désir chez les jeunes et même chez les moins jeunes qui veulent faire de la reconversion, donner du sens à leur vie? Est-ce que vous avez ce sentiment-là aussi? Je reviens sur la tête, la main, le cœur. Pendant 30 ans, on a considéré que les métiers les plus attractifs, c'était les métiers qui consistaient à perdre le contact avec le réel. C'était les métiers d'ordinateur, c'était les métiers de tableau Excel, c'était les métiers de programmation, de code. Alors ce qui est incroyable avec l'intelligence artificielle, c'est que les métiers qu'elle va détruire, c'est les métiers qui sont les plus proches d'elle. Par exemple, coder. Aujourd'hui, on n'a presque plus besoin d'avoir des codeurs. L'intelligence artificielle va le faire à notre place. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une perte de sens dans un certain nombre de ces métiers. Et que l'artisanat est aujourd'hui réinvesti, y compris par des gens qui ont pu exercer ces métiers, je n'irai pas jusqu'à parler de bullshit jobs, mais par des gens qui ont pu exercer ces métiers et qui aujourd'hui ont besoin de sens, d'enracinement, de terrain, de se confronter avec le réel. Et moi, je pense que le meilleur moyen de défendre ces métiers et de les rendre attractifs, c'est justement d'insister sur le fait que ce n'est pas la main contre le cœur ou la tête, c'est la tête, les mains, le cœur. Ça va tout ensemble et c'est une réconciliation. Et quand vous parlez de... On doit voir tout ça normalement. Oui, mais quand vous parlez de ramener tout au niveau du territoire, est-ce que ça veut dire que toute législation doit être passée au tamis des TPE, alors législation nationale, mais aussi tout ce qui est décidé au niveau du département? Moi, j'ai toujours été favorable, puisqu'on parle de législation, à un test TPE ou PME, c'est-à-dire à chaque fois que vous prenez une réglementation ou une loi, vous le passez au crible de l'impact que ça va avoir sur la petite ou la moyenne entreprise, parce que c'est quand même le poumon économique et c'est le poumon d'aménagement du territoire dans notre pays. Donc sur ce sujet, pas de débat. Mais moi, vous savez, je suis encore plus radical que ça et sur ça, je peux rejoindre Xavier Bertrand. On en discute régulièrement. Je pense qu'il faut une décentralisation radicale et qu'il faut donner les moyens aux élus de pouvoir déroger à la norme, de pouvoir simplifier, de pouvoir donner beaucoup plus d'oxygène et de souplesse à l'échelle locale. On crève de centralisation. On en a des exemples tous les jours et malheureusement, les artisans du bâtiment n'échappent pas à cette tragédie de l'hypercentralisation. Jean-Christophe Repon, sinon on ouvre la salle aux questions. Non, je pense qu'il faut donner la place aux questions plutôt que si vous avez des questions. Merci en tout cas pour votre témoignage, David Jayes. Et si des gens ont des questions pour vous... Il y a des questions, sinon Pas de questions? Non, moi je voulais revenir sur... il y a une question au fond, à gauche. Oui, merci pour votre vision des choses. Vous parlez beaucoup de l'avenir des entreprises artisanales. Que pensez-vous justement de tout ce qui est... on va dire satellite de notre activité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus vertical comme fonction.
on délègue nos fiches de paye, on délègue beaucoup de choses. Et on a l'impression qu'on va se faire, enfin, pour ceux qui veulent y aller, se faire absorber par des plateformes qui sont censées regrouper les demandes et après qui nous sont redistribuées moyennant commission, comme ça se passe dans d'autres professions. Pour moi, c'est un danger un petit peu parce que se faire accompagner, c'est bien, mais rester le patron chez soi, c'est encore mieux. Donc voilà, la question. Non, mais vous posez probablement... Vous venez de poser la question la plus importante. Je vais faire la comparaison avec l'agriculture, parce qu'on a exactement les mêmes débats dans l'agriculture en ce moment. Moi, je travaille beaucoup avec des agriculteurs. La question qui revient, c'est comment est-ce que je reste chef d'entreprise? Parce que j'ai fait ce métier, et j'ai fait plus que ce métier, ce choix de vie, parce que je voulais être libre et indépendant. L'indépendance n'a pas de prix. Et aujourd'hui, on est assailli effectivement par des outils technologiques, par des propositions de plateformisation, où on a l'impression qu'on est petit à petit dépouillé de ce qui fait le cœur de notre métier. Alors moi, j'ai une réponse très simple. Je dis que la technologie, le digital, l'IA, ça peut être extrêmement utile si ça automatise des tâches qui ne sont pas le cœur de métier. Si ça fait gagner du temps sur la paperasse, si ça fait gagner du temps sur la comptabilité, la trésorerie, etc., qui ne sont pas le cœur de métier, parce qu'on fait ce métier d'artisan, de chef d'entreprise, d'agriculteur, parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime ce qu'on fait, parce qu'on aime le bel ouvrage. On ne fait pas ce métier pour passer sa journée à remplir des papiers. Donc moi, je dis, il faut aller au maximum de l'automatisation de tout ce qui est support pour permettre justement à celles et ceux qui travaillent dans ces métiers de se concentrer sur ce qui est leur passion, c'est-à-dire leur cœur de métier. Mais surtout pas ouvrir la porte à une plateformisation qui, demain, pourrait faire perdre l'indépendance et constituer, comme on peut le voir malheureusement de plus en plus dans l'agriculture aussi, sur le plan de la gestion des terres, des grands opérateurs qui se substituent à ceux qui font le métier. Donc c'est une ligne de crête qu'il faut tenir, mais c'est absolument essentiel de rester nuancé et de ne pas se dire que la technologie va nous remplacer, mais qu'au contraire, elle peut nous permettre d'être, au contraire, plus en contrôle, plus en maîtrise et de redonner du temps métier aux chefs d'entreprise. Merci. D'autres questions? Visiblement non. Eh bien, merci David Jayes pour votre intervention, vos précisions, votre éclairage. Merci beaucoup. Merci beaucoup.